Bonjour à tous, bonjour Manon, bonjour Mathieu. Bienvenue dans cet épisode de Course épique qui est enregistré aujourd'hui le dimanche 28 août dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc. Une émission qui va conclure en beauté, j'en suis certain, la série de 6 épisodes entamés mardi à l'occasion de la MCC. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Manon Bohard. Salut Manon. Bonjour. Et Mathieu Blanchard. Salut Mathieu. Salut. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté de sauter du lit parce que ça ressemble un peu quand même à ça quand on a un UTMB ou une partie du UTMB dans les pattes. C'est pas évident, donc un merci tout particulier pour votre disponibilité. Ces épisodes ils seront dispo comme habituellement en format audio mais aussi au format vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour retrouver ces échanges. Et pour la dernière fois de cette semaine, je tenais à remercier toute l'équipe UTMB et celle du Majestic de nous ouvrir les portes d'un lieu aussi majestueux pour enregistrer ces émissions. Le temps nous est compté aujourd'hui parce qu'on doit libérer la salle justement assez rapidement. Donc je vous propose d'entrer assez vite dans le cœur du sujet, à savoir l'UTMB 2022. Je vais commencer par vous présenter très brièvement. Je commence par toi, Manon. Tu es née en octobre 91 à Pontarlier, dans le Haut-Doubs. Tu exerces à Besançon le métier de diététicienne nutritionniste et tu es coordinatrice dans le réseau Repop, c'est ça ? Tu es la fille de Patrick Bohard, qui est spécialiste de très longue distance. Le sport a donc, pour cette raison-là, et j'imagine beaucoup d'autres, été très présent dans ta vie dès très jeune. D'abord sur les skis de fond, ensuite sur les tatamis, et puis 2017 sur les sentiers plus particulièrement. Tu es aujourd'hui athlète de haut niveau en trail, et tu es membre du team Oka, et tu t'es forgé à la vitesse Grand V, un solide et prometteur palmarès. Tu as gagné récemment le trail Verbier-Saint-Bernard. Tu avais marqué déjà les esprits l'année dernière, ici même, en gagnant la TDS. Un peu plus tôt cette même année, tu avais gagné, tu as été deuxième du trail des Passerelles. 4e au marathon du Mont Blanc en 2019, 2e au Mute en 2019, 3e au Montreux Trail Festival en 2019. Voilà, beaucoup d'autres résultats en stock. Si vous voulez, je peux vous faire l'intégrale des performances de Manon. Si vous avez envie de discuter, on a de quoi faire. Mathieu, tu as aujourd'hui 35 ans, tu es originaire du sud de la France. Tes camps de base se situent globalement entre le Québec, Montréal et la France. Tu es ingénieur de formation, tu aimes évidemment les activités de pleine nature, les aventures, les grands défis, c'est ce qui te caractérise. Tu as exploré les océans en étant moniteur de plongée, tu as savouré l'adrénaline des sports comme le BMX, le snowboard, le surf. Tu as découvert la passion pour la course à pied en 2014, à un moment où tu venais un peu changer de vie, remettre les choses à plat. Au Québec, c'était l'idée. Le mois de mars 2017, c'est une étape importante puisque ton parcours sportif, tu es sélectionné au sein du Salomon Ultra Trail Running Academy qui t'ouvre ensuite les portes de la team Trail Salomon Canada. Il y a une période Covid qui a un peu contrarié toute cette avancée, cette progression qui a été, j'imagine, une source de frustration pour toi, mais qui n'a pas empêché que tu aies des résultats exceptionnels ensuite sur des courses en Afrique du Sud, en Turquie, à Tahiti, en Italie, je pourrais citer toutes ces performances-là aussi. Et puis une 3e place à l'UTMB qui a particulièrement marqué les esprits et puis qui a été aussi une étape supplémentaire dans ta construction sportive et tu as ouvert là, cette fois, les portes de la Team Salomon International qui compte les plus grands trailers de la planète et notamment un certain Kylian Jornet qui a quitté la team depuis ou encore François Daen, Courtney de Walter pour ne citer que. Donc voilà, le top du top. Mathieu, certains te connaissent également par le prisme de Dans mon bain, un autre podcast sur lequel j'ai le plaisir de travailler avec toi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le podcast, Dans mon bain, c'est une série qui est bimensuelle, qui te suit depuis le mois de janvier au Québec. On a démarré en plein hiver, qui te retrouve 8 mois plus tard aujourd'hui ici pour cette conclusion avec un épisode exceptionnel qui va nous faire vivre de l'intérieur toutes les étapes de ton UTMB 2022. On peut dire que ça va être un épisode qui va être riche, j'ai l'impression, de ton retrait de dossard en passant par une immersion dans ta vie au sein du Chalet Salomon, auprès des tiens en amont de la course, avant de laisser place à un suivi de course en immersion totale, embarqué au plus près de ton équipe et tout particulièrement Alix. Et enfin, un débrief depuis ta salle de bain, puisque le podcast Dans mon bain tire ce nom de ce petit moment juste post-course ou post-sortie, entraînement, un moment fort où tu viens nous débriefer depuis ta baignoire de ce qui vient de se passer. J'imagine qu'il devait être bien douloureux le bain d'hier soir, mais qu'il devait être un peu plus agréable, encore plus agréable que les précédents et avoir une saveur très particulière. Donc voilà, pour retrouver cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Mathieu ou de Course Épique. Surveillez bien, ça va sortir dans les prochains jours. Et je suis convaincu qu'on a un épisode qui sera immanquable. Donc filez-vous le mettre entre les oreilles, que vous soyez en voiture, en train de courir, dans la rue, chez vous. Vous allez passer un super moment et vous allez vivre la course comme Mathieu. Je trouve que ça va être intéressant aussi pour toi de redécouvrir finalement ta course sous un angle que tu connais pas ou peut-être les moments de lucidité qui t'ont un peu perdu et qui t'ont échappé, qui vont être intéressants pour toi aussi à découvrir. Question introductive, comment vous en êtes là sur l'échelle de la récup? Vous êtes à combien entre 1 et 10? Manon, ça va? Moi j'ai récupéré au niveau du ventre parce que c'était particulièrement ces problématiques qui m'ont fait stopper. Donc les jambes, limite elles en redemandent et voilà, alors, j'ai fait la moitié du tour du caillou, donc forcément
la récup se passe plutôt bien de mon côté. Je pense que demain, je pourrais retourner courir sans souci. Mathieu, t'es arrivé moi, je suis arrivé hier soir, donc c'est encore tout frais. Mais non, mais globalement, ça va musculairement. Fatigue générale énorme. Mais tu vois, c'est aussi un signe de bon entraînement. Quand on a les jambes ultra défoncées le lendemain d'une course, pour moi, c'est un signe qu'on n'était pas assez bien préparé. Et tu vois, j'ai pas non plus des énormes courbatures, ce qui fait que mon niveau de préparation était globalement bon pour la course. Est-ce qu'on récupère mieux quand ça se passe bien ? Vu qu'il y a beaucoup d'euphorie, peut-être qu'il y a des hormones qui m'aident en moi à me sentir bien actuellement et à passer à travers un peu cette fatigue et cette douleur, effectivement. Manon, tu as fait le choix de t'inscrire sur l'UTMB qui était un nouveau format pour toi. Est-ce que c'était une étape obligée, une vraie conviction, une vraie envie pour toi d'aller un cran plus loin dans la distance ? Et puis est-ce que c'était nécessairement l'UTMB qui était le meilleur choix pour ce premier 100 miles ? C'était vraiment la course dont tu avais envie, qui était la plus emblématique pour toi ? Il y a plusieurs questions dans le... en fait, en décembre, janvier, quand je me suis inscrite, c'était plutôt dans une logique de saison, donc j'ai envie de dire obligée, peut-être un petit peu. À ce moment-là, je ne l'avais pas intériorisé, je ne l'avais pas conscientisé. Et d'ailleurs, ma prépa, c'est peut-être vraiment... a peut-être vraiment débuté en fait il y a 3 mois où j'étais vraiment dans l'événement, où j'y pensais nuit et jour. Mais en amont, pas forcément. C'était plutôt dans la logique un petit peu des championnats du monde et puis d'une année peut-être un petit peu plus rapide que à l'habituel. Et puis je me suis pris au jeu. J'ai commencé à préparer l'événement avec mon entraîneur de façon beaucoup plus minutieusement, comme je disais il y a quelques mois. Donc peut-être que maintenant, avec une expérience, alors c'est sûr qu'il y a un abandon au milieu de la course, mais j'ai tiré énormément de positifs de la course. Et je pense que pour une prochaine, en tout cas, session, ça pourrait passer avec une expérience et une grosse année de préparation et pas juste quelques mois où on intériorise l'événement, parce que se préparer physiquement, c'est quelque chose, mais en tout cas, psychologiquement et puis de façon stratégique, je pense que Mathieu peut en parler, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années de préparation. Et c'est ce que j'ai compris en arrivant ici. Mathieu, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grandes lignes de ta préparation, les grandes phases, les grands cycles, pour les gens qui connaissent peut-être pas la façon dont on se prépare de cette façon-là, un rendez-vous comme l'UTMB, c'est quoi le séquençage ? Et puis, est-ce que tu as intégré des choses différentes de ce que tu avais pu intégrer à ta prépa l'année dernière ? Est-ce qu'il y avait des changements notables ou est-ce que tu as gardé le cap ? L'année dernière, j'avais eu un succès qui avait été inespéré, de faire un podium sur l'UTMB déjà. Et c'est sûr que les mois qu'on suivi, j'avais pris beaucoup de recul sur comment j'en étais arrivé là, qu'est-ce qui s'était passé les mois précédents, et effectivement, qu'est-ce que j'avais fait de différent par rapport aux années précédentes. Puis j'avais vu quelques points particuliers, comme par exemple d'avoir passé tout simplement beaucoup de temps en montagne. Moi, j'avais passé beaucoup de temps au Québec, c'est des collines, m'entraîne autant en termes d'heures, en termes de kilomètres par semaine, mais passer du temps en montagne, c'est passer du temps en altitude. Ce qui fait que moi, maintenant, sur les UTMB, quand je passe l'école Grand Col Ferré, Croix du Bonhomme à 2500, ça me fait absolument rien en termes de ressenti cardiovasculaire, comme si j'étais au niveau de la mer. Donc ça, c'est une grosse particularité. En termes aussi de contraste météorologique, on a eu extrêmement chaud dans la montée de tête au vent. Puis Grand Col Ferré, moi c'était encore la nuit à ce moment-là, il y avait du vent, il faisait froid. Donc c'est des gaps de température qui sont assez énormes et qui peuvent impacter fortement la performance et le corps. Et quand on passe du temps en montagne, les mois qui précèdent, on s'adapte aussi beaucoup plus à ces gaps de température qu'il peut avoir au sein d'une même journée. Et ensuite c'est des pentes, c'est des degrés de pente. On a beau être super coureur rapide sur des degrés de pente un peu vallonnés, un peu moins fort en termes de pourcentage. La montagne, c'est raide. Et je pense, on le dit souvent, ces courses-là, ça se gagne particulièrement quand on est dans les montées ou les descentes. Et surtout les descentes. Ce que j'ai ajouté cette année, que j'avais un petit peu pêché l'année dernière, c'est du travail spécifique en descente. Ce que j'avais vraiment fait. Ce que j'avais jamais vraiment fait de manière spécifique. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, l'entraînement, je faisais beaucoup de fractionnés en montée, des longues sorties, ça c'était mes principaux spécifiques. Puis les descentes, c'était c'est le moment où je récupère, où je relaxe. Cette année, j'ai vraiment fait des séances où je monte relax,
Et quand j'arrive en haut, que j'aurai la descente devant moi, là je bosse. Voilà. Et ça fait une énorme différence. Cette année, j'ai été capable de descendre toutes mes descentes jusqu'à la dernière. Entre la première descente et la dernière descente, je suis à la même vitesse, quoi. Il n'y a pas de perte d'endurance et de force musculaire dans les jambes grâce à ça. Donc il y aura probablement encore des leçons à tirer sur ma préparation que j'ai faite, parce que j'ai sûrement fait des choses nouvelles aussi que je pourrais réutiliser par la suite. Mais en gros, c'est les grandes lignes de ce qui s'est passé les mois précédents pour cette course. Tu as connu pendant la période de préparation une blessure à l'occasion d'une course que tu as faite à Tahiti. Est-ce que finalement ça a pu être d'une certaine façon une opportunité, l'occasion de faire autre chose, de te faire du jus, en tout cas même si mentalement j'imagine que c'est compliqué à vivre et à gérer, est-ce que d'une certaine façon ça peut aussi être une opportunité? C'est ce que je pense, et c'est comme ça aussi que j'ai retourné la situation d'une situation très négative à une situation ultra positive. C'est un petit peu mon minding de vie aussi, de positiver. Souvent, en 2019, je m'étais blessé, une fracture de stress dans le dos. Et après, j'avais eu tout de suite, en revenant de ma grosse blessure, une victoire en Polynésie. Donc, je m'étais dit, j'avais tiré leçon de ça. Donc, à nouveau, en 2022, cette année, grosse entorse, ça n'a pas si longtemps, début juin. Donc, 3 mois avant l'UTMB, c'est quand même très proche. Et puis début juillet, je me suis pris une bronchite incroyable qui m'a cloué quasiment 15 jours. Et là on n'était plus qu'à 1 mois de l'UTMB, enfin 1 mois et demi. Et c'est sûr que pendant l'événement, c'était très difficile à vivre, mais à la sortie de ma bronchite, j'avais eu des super sensations à l'entraînement. Et là, j'ai retourné la situation en me disant, mais peut-être que ce repos forcé finalement aura été ultra bénéfique à une période où peut-être avec cette stress du TMB qui allait arriver 1 mois et demi plus tard, j'aurais fait un volume d'entraînement énorme début juillet qui fait que peut-être ça aurait décalé la fenêtre et que je serais arrivé à l'UTMB avec un niveau de fatigue supérieur à celui que j'étais cette année. Donc ça, c'est une belle leçon à tirer aussi, peut-être que le gros bloc d'entraînement, le gros volume qui m'amène à 30 heures semaine parfois, ne pas le commencer trop tôt avant l'UTMB. Manon, est-ce que tu avais, toi, des doutes, des zones d'inconnu sur cette distance qui était nouvelle? Tu as fait la TDS, qui est un format aussi extrêmement exigeant, qui est aussi un format très long de 145 km. Est-ce que tu avais des points d'interrogation au-dessus de la tête là, sur cette UTMB et un certain nombre de doutes? Bon, alors, c'est sûr que comme Mathieu, moi, j'ai pas encore l'expérience, en tout cas du long, en tout cas du 100 miles. J'ai plusieurs 90, 100, 120 km, mais voilà, j'ai 30 ans et je débute depuis 4 ans, en tout cas, la discipline. Moi, mes gros doutes, c'était pas forcément d'aller au bout, au niveau, en termes de prépa. Alors, en termes de prépa, à mon humble niveau, déjà, je m'attendais pas à être dans les avant-postes quand j'ai démarré la course. Et moi, ce que je voulais, c'était boucler. Donc, boucler avec un temps, un chrono, atteignable. Donc, sur la théorie, sur le papier, c'était dans la préparation, en tout cas, j'étais plutôt en confiance en vue de ma prépa, où j'ai pas eu ces problématiques, ces blessures. Ça s'était très bien passé, et sur les courses que j'ai pu faire en préparation, ça s'était vraiment bien déroulé. Par contre, moi, mes gros doutes et mes grosses craintes, c'était déjà de prendre le départ d'un tel événement où, franchement, j'ai pris là, il y a un virage là, par rapport aux courses qu'on connaît, le monde, l'euphorie. La semaine avant aussi, qui peut être assez, en termes de médias, en termes de partenaires sollicitants. Moi, je suis quand même assez réceptive à tout ça. Donc déjà, prendre le départ sereinement, en vue déjà de partir sur son rythme et pas le rythme des autres, des ancrages très internes et pas des ancrages complètement externes, pas se laisser complètement, submergé par les émotions ou par l'euphorie du public, parce que le public, c'est pas qu'au départ, c'est dans la montée de Vosa, à Saint-Gervais, dans toutes les villes qu'on traverse. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup moins sauvage que la TDS. L'UTMB, on passe dans les foules type Tour de France, quoi. C'était vraiment, moi, ça m'a vraiment. Donc il fallait rester dans sa stratégie de course malgré l'euphorie, l'ambiance, le public et puis l'entourage un petit peu qui était présent. Et c'était mes doutes, c'était est-ce que émotionnellement et psychologiquement je suis prête à ça, et qu'est-ce que j'en tire aussi pour la suite, pour revenir peut-être avec une stratégie qui soit
ma stratégie et pas la stratégie de la coureuse d'à côté voilà. Donc c'était voilà. Mes doutes principalement c'était plutôt émotionnel. Est-ce que je vais arriver à gérer une telle pression quelque part, interne et externe, et réussir à être dans une stratégie de course du début à la fin. Bon, je reviendrai pour répondre à cette question dans 2 ans. Mathieu, je t'ai croisé quelques jours avant la course. J'ai été très, pas surpris, mais en tout cas, j'ai pu constater que tu dégageais beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance en toi et des convictions très fortes sur tes capacités et ta capacité à réaliser quelque chose de très grand ici. Est-ce que c'est la réalité des choses? Est-ce qu'il y avait forcément toujours une place aussi pour le doute? Ou est-ce que tu avais une conviction profonde? Je crois que le mot qui pourrait titrer toute cette aventure, le pré-UTMB pendant UTMB cette année, c'est focus. J'ai jamais été autant focus que ça dans mes courses. Le pré-UTMB l'année dernière, c'est vrai que c'était mon premier UTMB où voilà, j'avais quelques sollicitations médiatiques et j'ai passé ma semaine à absolument tout accepter, toutes les propositions de rendez-vous de partenaires sur le salon médiatique ici au Majestic. Et j'avoue être arrivé au départ de la ligne un peu fatigué au niveau énergétique. Et cette année, j'ai évidemment pas voulu reproduire la même. Donc j'avais bloqué tout mon calendrier de jeudi midi jusqu'à vendredi toute la journée. J'avais aucun rendez-vous. J'en ai pris quelques autres dans la semaine, mais c'était vraiment focus sur ton UTMB. Les médias, les partenaires, c'est bien, mais l'essentiel, c'est quand même ta course. Et puis si tu refuses des interviews, c'est pas grave, là, c'est vraiment pour toi, l'UTMB. Et pendant la course aussi, je dis focus parce que vraiment, j'étais en mission et j'ai jamais lâché cette ligne directrice, même au niveau... je revois des images de ma gestuelle corporelle, du début de course jusqu'à la fin de course, comment je bouge. Habituellement, il y a toujours une petite dérive, un petit crash un petit peu corporel où on commence à courir un petit peu plus croche, on va dire. Là, c'était vraiment carré, focus jusqu'au bout. J'essayais aussi de pas trop entrer en interaction avec le public, comme Manon disait. Ce que j'ai beaucoup fait l'année dernière parce que je me suis retrouvé assez vite, après Courmayeur, aux avant-postes au lever de soleil. Et effectivement, quand on se retrouve le public dans certaines sections, comme c'était un petit peu la première fois, j'avais tendance à beaucoup regarder ce qui se passait autour, faire beaucoup de eye contact avec le public. Et en fait, c'est cool, mais ça fait sortir de ta course. Ouais. Ça fait sortir de ta course complètement. Sourire aux personnes, taper dans les mains, regarder dans les yeux, puis tu perds un peu le focus. Et cette année, j'ai vraiment voulu rester focus là-dessus. Et jusqu'à l'arrivée, c'était la ligne directrice. Et puis, c'est aussi une belle leçon que je vais tirer pour mes prochaines courses, c'est clair. Pour parler un peu de stratégie en amont de la course, l'année dernière, l'idée c'est de partir plutôt à rythme modéré. Alors, rythme modéré chez les athlètes élites, on va voir ce que ça veut dire, mais en tout cas, de ne pas partir dans un confort, un gros confort. Ouais. Ce qui t'a permis de finir l'UTMB dans des bonnes dispositions physiques, autant qu'on puisse l'être en tout cas, mais voilà, tu as l'impression que tu aurais pu encore donner un petit peu plus. Est-ce que l'idée c'était justement de changer ça et de partir plus vite? Enfin, qu'est-ce que tu vas toi déterminer en amont? On va voir que la réalité de la course a été très claire sur ce qui s'est passé. Mais quelle était l'idée en tout cas en amont pour toi? Alors la stratégie était quasi similaire. D'ailleurs, tu vois, il y a encore sur mon bras les temps de passage ici qui sont pas partis. Je suis pas resté assez longtemps dans le bain hier soir. L'année dernière, j'avais en analysant la course, je m'étais rendu compte qu'entre Chamonix et Courmayeur, j'avais vraiment été dans un trop grand confort. Et je pouvais aller grappiller des minutes là parce que c'était à partir de Courmayeur l'année dernière où j'avais accéléré, où je m'étais mis dans un inconfort jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc cette année, en ayant réalisé 21h12 l'année dernière, je voulais aller titiller avec la barre des 21h, sachant que très peu de coureurs sont passés sous la barre des 21h depuis les 20 ans de l'UTMB. Donc j'avais refait mes temps de passage cette année en allant grappiller 15 minutes tranquillement de Chamonix jusqu'à Courmayeur et puis ensuite se remettre un petit peu à partir de là, plus de temps de passage à partir de Courmayeur et y aller au feeling, à l'intensité. Et j'avais ajouté à ça une autre stratégie qui était de pas trop s'éloigner de la tête de course,
Donc c'était un peu une balance entre les deux. J'avais mes temps de passage, mais si la tête de course s'éloignait trop, je me laissais une possibilité d'accélérer un petit peu. Donc j'avais le manager du team Salomon qui me donnait les temps de passage très régulièrement. Et on s'était dit 5 minutes max à Saint-Gervais, 10 minutes max à Courmayeur et 15 minutes max au pied de Champé. Et on était au pied de Champé à 15 minutes et 1 seconde de Jim Walmsley, donc c'était parfait. Manon, est-ce que tu peux nous raconter ta course? Elle s'est malheureusement pas tout à fait passée comme tu l'imaginais, en dépit d'un début de course qui a été maîtrisé, sur lequel tu contrôlais la situation. Est-ce que tu peux nous en parler pour les gens qui n'ont pas suivi la façon dont ça s'est passé pour toi? Maîtriser en tout cas au niveau de mes peurs initiales de partir trop vite et d'arriver à Courmayeur déjà bien entamé et à Champé complètement d'équerre. C'est sûr que mon allure, mon départ, j'étais vraiment bien, au final, et complètement dans mes temps, à 5 minutes près, que j'avais ciblé. Donc c'est pas ce qui m'a fait un petit peu, je pense... qui m'a porté en tout cas préjudice et qui m'a fait un petit peu sortir de ma course. C'est exactement ce que disait Mathieu par rapport à sa première expérience. Et bon, il faut bien vivre en fait les choses pour le comprendre puis adapter. C'est que toute l'inertie autour, le fait d'apprendre aussi que j'arrive à Contamine à 4e à 2 minutes du podium, déjà, moi je m'attendais en fait à être dans le top 15 ou en tout cas d'être dans le coup dans mes temps et puis de revenir progressivement sur la suite, et c'était à la base ma stratégie. Et là en fait le fait d'apprendre ça et puis de voir un petit peu l'euphorie au Contamine, ça m'a fait un petit peu sortir de ma stratégie de ravitaillement. Donc j'ai fait les choses très vite, un petit peu comme je me connais, un petit peu en impatience, un petit peu en impulsivité. Je me suis pas bien ravitaillée, je me suis pas bien habillée, et puis la suite au niveau du col du bonhomme, alors là c'était plutôt assez confortable pour moi. Col de Seine, j'ai commencé à choper froid, des mal de ventre, et puis par la suite impossible de s'alimenter, de se réhydrater au final, et cette erreur elle est bien en amont en fait au niveau du ravitaillement, où là je sors complètement de ma stratégie de course, alors que les ravitaillements, je les avais peut-être pas assez pensés. Et cette ambiance qui te fait sortir complètement de ton focus, de ta ligne de conduite, je pense que maintenant, j'aurai un petit peu plus de recul par rapport à ça. Mais voilà, ma stratégie, moi, c'était de suivre mes temps de passage et d'être bien à Courmayeur, et encore à Champé, d'être... dans l'envie, dans le plaisir, pour pouvoir attaquer une dernière partie qui est assez alpine et qui me plaît bien, beaucoup plus que le début qui est très roulant, et de pouvoir peut-être revenir en fait sur la deuxième partie de course. Au final, moi la course est arrêtée à 80 km, donc, mais je garderai la même stratégie pour la suite avec des points d'accroche en tout cas à travailler. À quel moment on décide qu'il faut s'arrêter? C'est quoi le critère ou l'élément qui te fait te dire ok là, parce que j'imagine que c'est une décision que tu as repoussée ou qui t'a questionné pendant les minutes avant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est la décision, c'est la seule possible et tu la prends et tu la formules? Ouais, c'est vrai que les solutions, j'en trouvais plus de moi-même. Je me suis arrêtée quand même une demi-heure à la Combal pour essayer de juste reboire. J'ai réussi à prendre 100 ml de bouillon. Ça faisait quand même une grosse heure que je vomissais. Donc c'était un peu compliqué au niveau énergétique. J'étais plus lucide. J'avais très très soif, mais en fait il y a rien qui tenait. Donc je me suis arrêtée une demi-heure. Je me suis rhabillée avec tout le matériel obligatoire que j'avais. D'ailleurs j'avais les mains gelées, donc en fait il fallait juste que j'attende d'avoir des gens pour m'aider par rapport à ça. Donc c'était quand même un peu compliqué quand même dans la montée des pyramides et la descente du col de Seigne. Pour moi, même au niveau un peu, danger, tout ça, il y a quand même des passages un petit peu plus techniques que le reste de la course là. Et puis après, en fait, en voyant qu'il n'y a rien qui passait de mieux, je suis repartie un peu clopi-clopant, un peu à une allure qui ressemblait plus à grand-chose pour moi, un peu en randonneuse. Et là, j'avais pas du tout tiré un trait, mais je voulais en tout cas me laisser la possibilité d'aller jusqu'à Courmayeur et puis que ça passe. Et en fait, en arrivant à Courmayeur, j'étais vraiment dans le dur énergétiquement, les jambes un peu coupées, et j'ai absolument pas pu repartir, même en dormant, en m'hydratant et en me réalimentant suffisamment pour au moins tester jusqu'à Berton et potentiellement rejoindre la Foulie. Voilà, j'étais vraiment plus ni dans le fight et ni dans l'envie de continuer. Donc, on va dire que la solution, c'était, vu que j'étais un peu à bout au niveau du carburant et que l'envie n'était plus du tout là, j'ai pas eu le moteur, en tout cas, pour repartir en me disant exactement ce que disait Mathieu. Il disait tout à l'heure qu'il avait, l'année dernière, 1 heure
sur la tête de course en arrivant à Courmayeur. C'était exactement le temps que j'avais, moi, quand je suis arrivée à Courmayeur complètement. Donc, je pouvais éventuellement revenir sur une place, mais par contre, c'était plus mon cœur et mes sensations qui me parlaient en me disant je vois plus trop l'intérêt. Et moi, repartir 25e, à ce moment-là, je ne l'avais pas non plus. En étant un petit peu dans l'avant-poste en amont, je l'avais pas. J'étais tellement dépitée que j'ai pas pu repartir. Voilà. C'est jamais facile des décisions à prendre de ce type, surtout quand l'entourage essaie d'apporter des billes, des clés. En fait, c'est nous-mêmes qui prenons ces décisions et c'est souvent les meilleures qu'on prend. Pas de regret en tout cas là-dessus. C'est pas une décision que tu ressasses après, tu réécris pas l'histoire 1000 fois et le scénario, tu te projettes tout de suite sur d'autres perspectives. C'est la façon de rebondir, c'est de définir un autre objectif rapidement. Alors pas là, parce que là vraiment je suis encore je suis encore là, je suis encore dans l'UTMB, j'ai encore envie de tirer des expériences. Et d'ailleurs ce que dit Mathieu, ça m'intéresse beaucoup, notamment par rapport au contraste de température, moi je vis en moyenne montagne et en effet j'ai peut-être en termes de résistance, en termes de robustesse par rapport à des écarts d'altitude, des écarts de température, c'est sûr que je connais pas suffisamment. Une nuit entière dehors, c'est souvent des passages que je passe pas forcément bien parce que problématique de nutrition très souvent, froid que je tolère pas bien, la résistance, c'est vraiment des paramètres qu'il faut que je prenne encore plus en compte pour pouvoir aller au bout des 100 miles, parce que je pense que c'est pas ma prépa ou mes capacités physiques, mon potentiel physique qui me permet pas d'aller au bout, c'est tous ces paramètres-là qui me font vite, moi, prendre des décisions peut-être d'arrêt, parce que quand il faut aussi accepter de plus être à un moment donné dans le début dans ton plan et pouvoir avoir une capacité d'adaptation encore plus importante sur ces paramètres qui sont pour moi mes points faibles au final. Mais c'est grisant justement de se dire qu'il y a des choses à travailler et qu'on peut revenir pour à nouveau prendre part à la fête en ayant une expérience un peu plus sur laquelle s'accrocher, une première expérience pour relancer la machine. Donc je rebondis dans 2 ans en tout cas au final. Est-ce qu'on apprend en plus d'une course qui ne s'est pas passée exactement comme on l'imaginait ? On revient quand même sur son parcours, sa prépa, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Au final, il faut quand même pas oublier le chemin qui a été fait et que tout ce qu'on a mis en place au départ, ça a quand même été en vue d'une stratégie. Donc pas balayer la stratégie initiale, mais pouvoir peut-être rapporter des pierres. Et puis moi, quand même, j'écoute beaucoup. Par exemple les podcasts ou les conseils en tout cas de mon entourage, mon entraîneur. Et je pense que ça, nous on est focus, mais on n'a pas on n'a pas tous les tenants. Et moi, avec ma petite expérience, par exemple l'expérience de mon papa, c'est vraiment des choses que je prends précieusement. Et après, je me laisse le temps, le recul pour pouvoir à nouveau réadapter la stratégie et revenir plus forte. Et puis avec avoir anticipé en tout cas ces imprévus que j'ai pour le coup j'avais anticipé tous les imprévus du monde parce qu'il m'est arrivé déjà plein d'anecdotes de course assez rigolotes, mais être malade à ce point et devoir abandonner, moi qui est vraiment un petit, on va dire, qui a souvent des soucis énergétiques, mais je passe toujours ça se passe toujours très bien au final, je fais des 80, 90 des fois sans quasiment m'alimenter. Et là je pense que pour passer au-delà des 150 km, au-delà de la TDS, sur des temps de 25, 26 heures, il faut absolument que ça soit réglé cette affaire. Ouais. Mathieu, on va se plonger maintenant dans ta course. Elle est partie à un rythme effréné. Est-ce que tu as finalement subi ou choisi ce rythme-là ? Mais comme je disais auparavant, j'avais pris des temps de passage un peu plus ambitieux que l'année dernière, donc c'est vrai que c'est parti très vite, mais ça restait quand même dans l'optique d'une stratégie de garder un certain confort jusqu'à Courmayeur, un confort relatif pour moi. Mais non, cette année, c'est pas parti si vite que ça. Devant, j'étais aux avant-postes, puis limite, je freinais un petit peu pour pas me retrouver tout seul devant. Habituellement, ça part vraiment beaucoup plus fort. Et puis, en général, l'écart se crée juste après la traversée du village des Ouches dans la première montée, qui a des passages assez raides. Mais même là, il n'y a pas eu d'attaque franche. J'avais toujours en visu les quelques gars qui étaient partis
un peu plus fort dans cette montée-là. Mais voilà, moi j'ai un souci aussi d'économie, je suis resté un tout petit peu en recul. Mais voilà, je pense qu'au col en haut, entre les Ouches et Saint-Gervais, j'ai même pas une minute de retard sur eux. Une grosse descente derrière. Et puis voilà, après, moins de 5 minutes à Saint-Gervais, comme ce qui avait été prévu. Et c'est ça, après, c'était un gros rythme, mais pas non plus effréné, puisque voilà, comme j'étais dans ce confort relatif, mais arrivé à Contamine, il n'y avait pas 10 minutes non plus, donc ça voulait dire que devant, les gars que j'avais perdus en visu n'avaient pas non plus mis trop de charbon dans le barbecue. Et puis ça s'est passé comme ça jusqu'à Courmayeur, quoi. Un des éléments clés qui est partie prenante de la course, c'est les ravitaux. Toi, tu es une espèce de signature, on peut le dire maintenant, qu'on avait déjà pu constater l'année dernière. C'est que j'ai fait le record l'année dernière, je pense que je l'ai battu cette année. 7 minutes, c'est ça en cumulé l'année dernière Ouais, peut-être, mais beaucoup moins cette année. Ouais. C'est une façon aussi de gagner du temps précieux et sans se mettre en péril. Bien sûr, après, faut pas en faire non plus. En fait, c'est vrai que ça paraît logique quand on le regarde de l'extérieur, c'est même limite bête, quoi. Mais bien sûr, au moins on reste au ravitaillement, au moins on perd de temps. Mais attention, qui dit ravitaillement court ne veut pas dire ravitaillement raté. Moi, j'ai des besoins, en tout cas énergétiques, et puis au niveau des ravitaillements qui sont peut-être moindres que d'autres. Donc, vaut mieux des fois se dire prendre une minute de plus pour faire les choses correctement, parce qu'après, tu risques de subir dans les heures qui vont suivre à la sortie du ravitaillement. Et donc voilà, nous aujourd'hui avec Alix, ma compagne, on organise bien ça. Et puis ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps, parce que c'est difficile de gagner du temps en courant, mais c'est très facile d'en gagner dans les ravitaillements. C'est très facile d'en perdre en tout cas dans les ravitaillements. Et si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, la personne qui nous assiste doit vraiment être une gardienne du temps, parce qu'après une dizaine d'heures à courir, on perd totalement la notion du temps. Ça s'étire, ça se contracte. Et puis 10 minutes peuvent paraître 1 minute dans les ravitaillements. Et ça s'écoule très très vite. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour nous timer et dire bon là maintenant tu y vas, on peut vraiment étirer le temps et en perdre beaucoup finalement. Et faire des ravitaillements courts aussi, ça peut servir lorsqu'on est en fight avec d'autres concurrents, lorsqu'on rentre en même temps, ou en tout cas proche dans un ravitaillement. Être capable de faire un ravitaillement rapide va jouer dans la tête des autres, puisqu'ils vont se dire waouh, il fait son ravitaillement très rapidement, ça veut dire qu'il est probablement dans un certain niveau de confort, et ça peut aussi leur mettre la pression sur leur propre ravitaillement à vouloir partir plus vite pour pas perdre le fil, ce qui fait qu'ils vont peut-être un petit peu négliger la fin de leur ravitaillement. Donc il y a beaucoup de... La course se joue aussi, pour moi en tout cas, ce que je pense, dans les ravitaillements en partie. Ouais. Courmayeur, c'est un gros marqueur de la course, et c'est là où s'ouvre aussi un nouveau chapitre de l'UTMB pour toi. La première étape de ça, c'est revenir sur Tom et sur Zach. Oui, ça s'est passé juste après Courmayeur. Donc je suis rentré cette année en 5e position à Courmayeur. Et l'année dernière, lorsque j'étais rentré à Courmayeur en 6e position, on m'avait dit Jim Walmsley et Pablo Villa tirer vraiment la gueule à Courmayeur, tu vas les rattraper probablement dans la montée de Bertone un petit peu plus loin. Donc en sortant de Courmayeur, je m'étais dit ah ouais, ça veut dire que potentiellement je peux aller chercher une 4e place sur cette UTMB. Et effectivement, je les avais rattrapés à peu près à mi-chemin entre Bertone et Arnouva, refuge Bonatti. Et cette année, les 4 premiers, Jim Walmsley, Kilian Jornet, Tom Evans et Zach Miller, on m'avait dit à Courmayeur qu'ils étaient quand même pas mal, quoi. Ils étaient bien. Donc je ne m'attendais pas à les rattraper aussi vite. Mais c'est une section que j'adore. Lorsqu'on quitte Courmayeur, qu'on prend cette grosse montée qui arrive à Bertone et qui nous met sur le balcon du Val Ferré italien jusqu'au pied du Grand Col Ferré, c'est une zone qui est assez plate, on va dire, un peu vallonnée avec des up and down, mais où chaque année j'ai des sensations incroyables ici. Je peux relancer et je les ai assez vite rattrapés, et limite j'avais l'impression qu'ils étaient en dérive un petit peu en les rattrapant aussi vite. Et puis ça m'a permis de me retrouver sur le podium virtuel de la course assez tôt dans la course. Ça m'était arrivé l'année dernière après Champé en doublant Germain Granger, donc beaucoup plus tard au kilomètre 140. Et donc là c'était assez fou
C'est sûr que quand on se retrouve, comment c'est grisant, tu gardes la tête froide. C'est hyper grisant, bien sûr. L'aspect mental est très puissant à ce moment-là. Et puis, quand on se retrouve sur un podium virtuel, on a tout un coup un boost d'énergie, qui vient se rajouter à déjà cette euphorie de course qui fait qu'on joue dans le haut du tableau, qui a ensuite un impact énorme sur la suite de la course, c'est clair. Tu as ensuite dépassé Jim, qui a fait un début de course très solide. Est-ce que tu as été surpris de le voir, pour reprendre un peu tes termes, à la dérive, ou en tout cas en difficulté de la sorte? En fait, j'avais déjà j'avais les temps de passage très souvent, et je savais qu'il allait avoir un problème avec Jim, parce qu'on était assez constant en termes d'écart. Puis moi, j'ai pas baissé mon rythme, donc j'étais constant. Et tout d'un coup, l'écart, ils sont passés de 10 minutes à 20 minutes en un rien de temps. Et là, je me suis dit, oula, ça y est, il fait une gym. Il a dû accélérer au milieu de nulle part pour quelconque raison. Ce qui fait qu'il a dû se mettre en danger. Et puis quand il se met en danger, en général, ça se passe très mal. Et puis peut-être une heure après, j'ai eu l'information qu'il était à la dérive et qu'on grappillait du temps très 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 vite sur lui. Tous les 5 km, on prenait 5 minutes. Donc c'était sûr qu'il avait explosé et qu'on allait le reprendre assez rapidement. Aux environs du kilomètre 120, il y a un duel, un mano à mano qui s'offre, que tu as finalement provoqué avec Kylian. Est-ce que c'est des images que tu avais imaginées, visualisées? On parle beaucoup de visualisation avant les courses, d'imaginer tout ce qui peut arriver. Est-ce que c'est des choses dont tu rêvais ou que tu imaginais réalistes? Non, ce scénario de course-là, je pense que jamais j'aurais pu l'imaginer, de batailler avec la plus grande légende de notre sport. Pas que de notre époque, de tous les temps, je crois. Pendant, c'est ça, de 120 kilos à l'arrivée, quoi, 50 kilos, c'était assez fou comme scénario. Et puis, non, j'ai énormément, en fait, appris aussi grâce à lui. J'ai beaucoup observé ce qu'il faisait, comment il a géré sa course, comment il est revenu, parce que quand je l'ai doublé, il avait prévu d'abandonner. À Champé, c'était fini, il a abandonné. Qu'est-ce qui a fait, les informations qu'on a eues, qui a fait qu'il s'est ressaisi, qu'il est reparti, comment il gérait son effort aussi, parce que quand je l'ai doublé, il était un petit peu amoindri. Comment il a fait pour revenir, se remobiliser et puis se battre pour aller chercher sa victoire. Comment il gérait aussi dans les ravitaillements. J'ai vraiment beaucoup appris. Et Kylian, outre le fait que ce soit un garçon exceptionnel physiquement, c'est un garçon qui est extrêmement intelligent. Et des courses comme l'UTMB, c'est des courses qui se jouent aussi avec beaucoup d'intelligence plus que de physique et de cardiovasculaire. Et donc ce que tu as appris, c'est quoi, là, selon toi, là, ce qui l'a permis de relancer? Déjà, bon, il y a beaucoup de choses, mais les deux principaux éléments que j'ai appris, c'est quand il était à la limite d'abandonner, c'était je l'ai doublé, de pas s'exciter, de pas tenter d'absolument reprendre de l'avance. Il s'est simplement accroché à moi plusieurs heures, le temps de se remettre dedans et analyser aussi ce qui se passait. Puis j'avais les temps de passage, donc lui il les entendait aussi sur le retard qu'on prenait sur Jim. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voyant que lui, il avait un petit peu craqué aussi mentalement, parce que Jim lui avait mis 10 minutes en peu de temps, et donc il s'était dit ok, c'est foutu pour la victoire de l'UTMB, je suis fatigué, je vais peut-être abandonner. Et en voyant qu'on revenait super vite sur Jim Walmsley, il s'est dit ok, on va rattraper Jim, c'est sûr. Puis le petit gars là, qui court avec moi, Mathieu, il est bien gentil, mais je pense que je vais pouvoir en fin de course en faire ce que je veux. Et potentiellement, finalement, la situation se retourne, gagner l'UTMB, ce qui a fait qu'il a pu se ressaisir comme ça. Et donc voilà, c'est une leçon de jamais rien lâcher, mais pas jamais rien lâcher bêtement, de prendre son temps pour bien se remettre dedans, se remobiliser avant de mettre l'attaque ultime qui fait qu'on est capable d'aller gagner un UTMB. Et la deuxième chose, c'est sur les ravitaillements. Justement, ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive dans les ravitaillements, surtout en fin de course, on perd un peu la lucidité. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, dans les ravitaillements. Ça crie, ça hurle, les journalistes. Et puis en général, on se ferme, on se met dans sa bulle, on regarde juste son assiette et on mange. Et lui, il était capable de faire, j'imagine, abstraction de tout ce qui se passait autour dans le ravitaillement. Et juste, il me regardait. Et voilà, le seul
le seul sens qu'il utilisait, c'était sa vue en me regardant. Et je pense qu'il avait même réussi à se mettre des boules qui-est virtuelles dans les oreilles. Et parce qu'il savait que je faisais des ravitaillements éclairs. Et lorsque je partais, il avait peut-être même pas commencé à manger son assiette, qu'il partait avec moi pour pas perdre l'ascendant mental que j'essayais de lui mettre. Et puis ça, c'est une grosse leçon que j'ai pris aussi, que dans les ravitaillements, comme c'est encore une fois pour moi une zone hyper importante de course, c'est d'être capable de regarder ce qui se passe autour, mais regarder les bonnes choses. Le regard sélectif. Exactement. Il y a eu une image très forte de ta course qui a peut-être échappé à un certain nombre de regards, c'est ton arrivée à Trien, au ravito. Tu étais en larmes à ce moment-là. C'était la douleur, tu étais pris par des douleurs très fortes. C'est un état que tu avais connu déjà en course? Ouais, c'est que c'est arrivé assez brusquement. En général, la douleur arrive au fil de la course. Ce qui s'est passé, c'est que avec Kylian, il faut dire qu'on se tirait vraiment à la bourre comme jamais. J'ai fait sur un tel ultra à se mettre à la limite au seuil de partout. Et en fait, on s'était rendu compte que lui, il était bien meilleur que moi en montée, et puis moi, j'étais bien meilleur que lui en descente. Mais ce qui était fou, c'est qu'on était exactement équilibrés. Quand il était capable de me mettre 5 minutes en montée, j'étais capable de lui mettre 5 minutes dans la descente suivante, ce qui fait que on jouait comme ça. Sauf qu'à chaque fois, c'est lui qui prenait dans l'avance dans la montée, c'est moi qui revenais dans la descente, donc j'étais jamais sûr. Et j'en mettais vraiment beaucoup dans la descente pour être sûr de revenir. Et donc dans cette descente de Trien, j'en ai mis beaucoup. En fait, j'ai accéléré. Normalement, un UTMB, tu le fais plus constant pour revenir sur lui. Et ce qui fait que ça m'a créé des douleurs assez franches dans tout le corps. À tel point que dans la descente, j'avais déjà commencé à verser des larmes de douleur. Parce qu'en descendant à Trien, tu avais fait le repérage de parcours ou... Quand on passe le col de la Forclaz, il y a un petit replat, et puis là, on bascule à droite dans une épingle. Il y a des grosses marches, en bois de quasi 50 cm de haut, peut-être plus. Et là, je les descendais une par une en sautant, et ça me détruisait les quads, les jambes. C'était vraiment terrible. Et à tel point que voilà, j'avais mes petites larmes. Et puis, arrivé en bas, je sais pas pourquoi j'ai eu cette petite lueur où je me suis dit, Matt, là, t'as fait le con. T'as fait le con de descendre aussi vite, on n'est que à Trien, il reste encore 30 km, t'es détruit. Et j'ai eu cette petite lueur de me dire, je vais pas aller au bout quoi, cette année, j'ai fait le con, je vais pas aller au bout. Et en rentrant dans le ravitaillement, quelques secondes avant, en me disant que c'est foutu, j'en ai trop mis, ça va pas le faire, et qu'en plus j'avais la douleur dans le corps, voilà, ça m'a fait pleurer. Et puis voilà, encore une fois, l'assistance, quand elle est capable de te rentrer dans la tête et de te dire les quelques mots assez puissants qu'il faut pour se ressaisir et repartir, ça fait toute la différence. Et puis dans la montée suivante, hop, c'était reparti et on avait remis beaucoup et ça fonctionnait encore pour courir encore intensément. Kylian se détache à Valorcine, donc une dizaine de kilomètres plus tard. Est-ce que là, tu as renoncé, tu t'es dit que tu allais le laisser partir et que c'était un peu la fin de le possible espoir d'être premier de la course? Je savais qu'il allait faire ça, c'était évident, parce qu'il savait qu'il était mieux que moi en montée et que j'étais beaucoup mieux que lui en descente, donc il avait qu'une chance de remporter l'UTMB, c'était de tout donner dans la montée après Valorcine. Avant d'entrer dans Valorcine, je m'étais dit le ravitaillement le plus express possible, et à tel point que finalement c'est lui qui s'est levé avant moi, et donc je l'ai suivi, on est partis ensemble. Mais voilà, Kylian, c'est un athlète exceptionnel. Et puis quand il décide de se sortir, lui, il a une acceptation de la douleur qui est extrême. Et voilà, j'ai quand même rien lâché dans cette... Même si on a l'impression que je lâchais, mais en fait, je donnais tout après Valorcine dans ce faux plat montant où il faisait hyper chaud pour tenter, parce que je savais qu'il allait m'en mettre des minutes, mais je voulais pas qu'il en mette trop non plus pour qui sait le reprendre dans la dernière descente, ça aurait pu être possible, mais voilà, il a été assez bon pour en mettre assez pour que je revienne pas sur lui quoi. Il y a un objectif qui n'en était peut-être pas un au début de la course, en tout cas qui était probablement insoupçonnable et inatteignable. Là, c'est un sujet de temps, puisque tu t'es retrouvé dans une configuration où d'un seul coup, jouer les moins de 20 heures pouvait devenir une réalité. Ça t'imposait aussi d'avoir une fin de course extrêmement solide, au-delà de l'éventualité de te dire que Kylian pouvait peut-être lâcher après. À quel moment c'est devenu finalement cet objectif-là, tu en as pris conscience et tu t'es dit qu'il fallait pleinement jouer cette carte-là aussi?
Alors là, c'était pas du tout prévu et comme j'ai dit tout à l'heure, mes temps de passage, c'était 21 heures de l'UTMB. L'UTMB va fêter ses 20 ans l'année prochaine et aucun athlète n'est jamais passé sous la barre des 20 heures. Certains l'ont essayé, certains l'ont bien organisé, comme un certain Pau Capel, pour tenter de casser cette mythique barre des 20 heures. Beaucoup ont dit que finalement, ça serait impossible, personne ne pourrait jamais le faire. Et donc je remercie une des personnes du public qui était dans le début de la descente de la Flégère. Heureusement que cette personne était là parce que j'en mettais pour rattraper Kylian, mais pas non plus au point d'aller casser la barre des 20 heures. Et quelqu'un a dit allez, tu vas aller, c'est bon, tu vas aller casser les 20 heures. Et j'avais pas, mais à aucun moment de la course, j'avais pensé à ça. Et c'était dans la descente de la Flégère, il restait peut-être 6-7 km. Et là, je regarde ma montre et je vois 19h10 de course. Et je me dis, mais attends, mais j'ai aucune idée de combien de temps ça prend pour aller en bas. Mais il me semble que 40 minutes, c'est pas beaucoup du sommet de la Flégère jusqu'en haut. Elle est quand même assez longue, la descente. Il y a une partie dans la forêt avec des racines, des roches. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ok, je vais le tenter. En plus de tenter de rattraper Kylian, je vais vraiment, mais là, tout donner à me finir les jambes pour tenter d'aller tant qu'à faire casser cette mythique barrière. Et puis c'est devenu un second objectif qui m'a donné encore plus d'énergie et de force pour faire cette descente le plus vite possible. Et puis ça a fonctionné, quoi. Mais c'était assez limite. J'étais dans le doute jusqu'au bout. Quand on arrive en bas, au bord de la route, ils avaient fait une passerelle. Là je crois que c'était 19h 51, 52. Et je me suis dit, attends, mais là, il reste moins de 7-8 minutes pour rejoindre la ligne d'arrivée. Ça me semblait long pour l'avoir déjà fait, passer le petit pont, longer l'Arve, la rivière, tourner à droite, passer les rues de Chamonix avec tout le public. Et là, j'ai dit, c'est bon, jusqu'à l'entrée de Cham, je rate plus ma montre, je sprint pour... Je voulais pas regretter de faire 20 heures et une seconde ou 20 heures et 1 minute, ça aurait été horrible. Donc j'ai tout donné pour tenter de le faire et puis ça a marché, c'était incroyable. C'est fou comme un deuxième objectif peut venir même à 1 heure de la fin de course, venir décentrer en fait l'objectif principal. Et vraiment, je le dis, au moment où je me suis mis cet objectif-là, donc comme quoi la tête a un impact puissant sur le corps, j'ai plus ressenti de douleur, comme si ça m'avait fait un effet analgésique. Et au niveau cardiovasculaire, j'étais capable de remettre de la vitesse, comme si mon niveau cardiaque aussi avait baissé. C'est assez fou, quoi, la puissance que peut avoir un discours interne et puis une nouvelle fixation d'objectifs dans une course. Encore une belle leçon à tirer. Il y a une ferveur qui est incroyable sur les dernières centaines de mètres de l'arrivée de l'UTMB et dans Chamonix. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir vécu ce moment ? Est-ce qu'on peut être pleinement connecté à ce moment ? Est-ce qu'on est dans un espèce d'état second, on sort un peu de son corps et on voit ça de haut ? Est-ce que ça paraît tangible ou est-ce que l'esprit s'évade ? Je l'avais déjà vécu l'année dernière, cette arrivée avec des milliers de personnes rassemblées qui nous acclament et nous accueillent. J'avais dit que ça m'avait un petit peu transcendé, mis sur un nuage, et ça m'avait limite fait un genre de choc émotionnel, limite traumatique, qui fait que j'en garde un souvenir assez flou, voire même irréel. Et depuis l'UTMB 2021, je tente parfois de fermer les yeux et d'essayer de ressentir ce que j'avais ressenti en 2021, et j'ai jamais été capable, parce que ça m'a un petit peu comme quand on a un choc dans la vie, le cerveau est bien fait pour tenter d'effacer les sensations. Et cette année, c'est tout frais, c'est encore d'hier, je l'ai revécu une deuxième fois. Et je me suis dit, peut-être que si un jour j'ai la chance de revivre ça, ça me fera une sorte peut-être d'accoutumance qui fait que je pourrais le ressentir. Mais là, c'est trop tôt encore. Je suis encore un peu, comme l'année dernière, sur le nuage. Et puis, à devoir réaliser tout ça. Mais peut-être que dans quelques jours, je pourrais répondre si oui ou non, j'arrive à ressentir et à enfin réaliser ce genre d'énergie qu'on vit. Et que pour moi... personne n'est prêt mentalement à vivre une telle puissance sur un bref moment de temps.
Pour aborder juste les résultats, donc Kylian a gagné la course en 19h49 et toi en 19h54 devant le Britannique Tom Evans. Vous êtes donc les deux premiers et les deux seuls à être passés sous la barre des 20 heures à l'UTMB. C'est quoi la première chose dont on a envie une fois la ligne passée ou au moment où on l'a franchie? On a envie de retrouver les siens et puis après d'aller au lit? C'est sûr que retrouver les siens, et puis en plus on a la chance qu'ils aient pu accéder proche et venir sous l'arche, c'est un moment très puissant parce que, comme disait tout à l'heure Manon, même si elle a connu un DNF sur l'UTMB, ce qui compte dans tout ça, c'est vraiment tout le cheminement qui fait qu'on est arrivé à cette ligne de départ et non pas à cette ligne d'arrivée. Les mois qui ont précédé, les années qui ont précédé, on n'est pas tout seul, on est avec des familles, on est avec des amis, avec des collègues qui peuvent nous soutenir au travail dans tout ce cheminement. Et c'est là qu'on se construit une identité. C'est là qu'on grandit aussi, c'est là qu'on s'épanouit aussi si on choisit les bons chemins. Et puis c'est avec ces personnes-là, finalement, qu'on a envie de fêter parce qu'ils font partie du cheminement. Et ils ne font pas uniquement partie de ce moment éphémère de course. Et ensuite, c'est vrai que quand l'euphorie retombe un petit peu, on prend quand même un sacré coup de massue et puis on a vite envie de rejoindre le lit pour s'endormir sur des beaux rêves. Tu as parlé de ton entourage, je voulais quand même avoir quelques mots pour Alix, qui fait ton assistance sur la course, mais évidemment elle est présente à tes côtés au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire ce support, ce qu'elle t'apporte tout particulier tout au long de l'année, au-delà de course et de la machine à assistance qu'elle est devenue pour faire des ravitaux express? Ouais, c'est hyper puissant et puis c'est 100% un sport d'équipe. Si on n'a pas un compagnon ou une compagne dans la vie qui comprend un minimum ce qu'on vit, parce que c'est quand même très particulier le sport de haut niveau, et encore plus les sports d'ultra-endurance, c'est du dévouement énorme. Et si la personne à côté n'a pas cette empathie pour se mettre à la place de la personne qu'elle accompagne et comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête tous les jours, l'engagement, et que par des paroles, si elle choisit les bonnes paroles et qu'elle n'a pas des paroles un petit peu qui pourraient donner une mauvaise conscience d'aller trop s'entraîner, de passer trop de temps dehors, mais ça fait toute la différence en fait. C'est un support énorme. Et puis on l'a dit tout à l'heure, quand il y a eu la cheville et la bronchite, c'est aussi des moments où, malgré la force mentale que je peux avoir, et ce que j'essaie d'enseigner aussi à travers les podcasts à tout le monde, qu'il ne faut jamais douter, on doute aussi. Et puis si à ce moment-là, une personne est là pour t'accompagner et te ressaisir assez rapidement, tu perds pas de temps en fait. Tu perds pas de temps et tu es capable de revenir assez vite pour t'entraîner dans une optique d'optimisme qui fait que tu vas t'y remettre très vite, quoi. Donc un gros merci pour elle, pour tout ce qu'elle fait, parce que voilà, c'est un sport d'équipe et tout seul, tout ce qui arrive et ces beaux résultats, c'est sûr que c'est la partie émergée de l'iceberg, mais dessous il y a un travail énorme d'un entourage, et sans eux ça serait impossible de tel succès. Toi tu as Alix et toi c'est Alexandre. Oui, voilà, on a chacun notre entourage. Mais en tout cas, Alix, je la connais pas, mais on l'a entendue sur la ligne de départ. Elle était. Allez Mathieu, qui est assez caractéristique. Alors, on sentait qu'elle était, elle aussi focus, et puis alors, elle envoyait de l'énergie gratuite. Hein. C'était vraiment sympa. Pour parler des résultats chez les femmes, on ne peut pas ne pas évidemment évoquer la performance de Katie Scheidt, qui a gagné la course en 23h15 devant Marianne Hogan. Il y a eu un beau combat apparemment, Marianne. J'ai cru comprendre qu'elle lui avait remis 20 minutes, ça s'est changé les places. Ouais, moi j'étais sur le parcours, on a vu passer Marianne en première position un moment après Grand Col Ferret. Donc voilà, première expérience à l'UTMB très réussie pour Marianne. Et puis Kathleen Gerbin qui a été troisième, et la première française, Jocelyne Poli, qui finit à une belle 4e place. Voilà, donc félicitations à elle. On approche de la conclusion de cet épisode. C'est probablement très prématuré, mais est-ce que vous avez déjà des envies pour la suite, des objectifs en ligne de mire, ou est-ce que là on digère un peu cette saison, cette UTMB? Vous en êtes où? Manon, si tu veux commencer. Oui, moi j'avais déjà un peu ma saison prochaine qui était un petit peu planifiée, mais ça chamboule quand même un petit peu les choses, je pense, parce que l'année prochaine, moi, je comptais partir sur l'échappée belle et ensuite la Diagonale des Fous.
Et quand même, je me questionne un petit peu, encore une fois, sur ma possibilité, voilà, au niveau énergétique notamment, voilà, pour aller au bout d'un 100 miles, pas forcément ma prépa, mais voilà, d'autres paramètres qu'il faut vraiment que je travaille. Donc, forcément, voilà, faudra que je peaufine un petit peu tout ça, mais je repartirai sur une saison un petit peu plus, voilà, technique et dans mes cordes, hein, puisque cette année, c'était pas vraiment mon profil, mais je vois que je peux faire de belles choses quand même sur ce type de course. Et voilà, une UTMB 2024, ça serait pas non plus... je pense que voilà, ça sera un petit peu comme ça que je vais penser les choses, mais en le préparant vraiment sur 2 ans, que l'année prochaine me serve, voilà, que c'est fin d'UTMB 2022 jusqu'à l'UTMB 2024. C'est peut-être des belles façons de projeter les choses. Mathieu, il y a les courses, mais tu as aussi tout type de défis. Est-ce que tu as déjà les idées claires? Je sais que tu as un rendez-vous à l'automne, a priori. Ouais, alors je vais passer tout le mois d'octobre à l'île de la Réunion pour les 30 ans de la Diagonale. Ça va être une grande fête. Là, en fait, j'en ai tellement mis dans l'UTMB que je me sens quand même très fatigué. Et je veux avoir une longue carrière d'ultra-trailer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre si je vais prendre le départ de l'une des courses de la Diagonale des Fous. Il y en a plusieurs. La réponse sera probablement fin septembre en fonction de comment je me sens et les sensations que j'aurai lorsque je remettrai des baskets. Là, je ne veux plus entendre parler de baskets de trail pendant au moins 15 jours. Donc éventuellement faire une des courses de la Diagonale fin 3e semaine d'octobre. Et puis 2022, non, en général, je fais ça à la fin de l'année, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est sûr que j'ai toujours l'UTMB, j'adore cette course. L'année prochaine, ça sera les 20 ans et j'imagine que, vu la qualité de l'organisation ici, je pense qu'ils seront capables de faire une édition plus, déjà que c'est plus comme événement, mais plus pour les 20 ans. Donc, éventuellement, revenir ici. Mais j'ai aussi des courses qui sont un peu dans ma bucket list que je rêverais de faire, comme la Western State, comme la Hard Rock, qui éventuellement, si je réussis à... Ah, mais je crois que l'UTMB est une golden ticket de la Western State, donc je pense que j'ai déjà potentiellement une place pour l'année prochaine. Je l'avais l'année dernière aussi, je ne l'avais pas prise parce que le combo Western State UTMB, il ne fonctionne pas en général. Donc à voir, il y a plein de possibilités, mais cette année, j'ai construit une saison... différente des années précédentes, où les années précédentes c'était un peu au hasard, un peu au gré des opportunités qui se présentaient. Cette année, j'ai vraiment volontairement construit ma saison avec des étapes préparatoires qui me menaient à l'UTMB, avec des courses qui ressemblaient un petit peu en termes de dénivelé et puis de terrain. Donc ça, c'est une leçon que j'ai tirée aussi, d'avoir une certaine cohérence dans une saison si on veut avoir un pic de forme au bon moment, et puis ça s'est montré que ça a fonctionné, cette stratégie-là. Donc voilà, l'année prochaine, si je veux construire une saison autour de la Western State, je ne pourrais pas faire l'UTMB, donc voilà, c'est à voir qu'est-ce qui se fera. Choix cornélien. Merci à tous les deux pour votre disponibilité et puis pour la richesse de nos échanges. Je vous souhaite à très court terme de bien récupérer de la course. À plus long terme, je vous souhaite beaucoup d'accomplissements dans tous vos projets. Je sais qu'il y en aura beaucoup, donc je vous souhaite que tout ça soit source de plaisir et de bonheur pour vous. Ainsi s'achève cette semaine UTMB. Donc c'est l'occasion de remercier les auditeurs du podcast pour leurs retours qui ont été géniaux, à la fois sur le format audio, sur le format vidéo, sur le suivi de course. C'était une semaine aussi record pour Course Épique, donc grâce à vous et à l'UTMB qui a ouvert grand les portes de cet événement hors du commun. Donc voilà, merci à tous les auditeurs pour leur fidélité et aux super retours, que vous soyez dans votre salon, dans votre voiture, sur les sentiers. Merci d'écouter et de soutenir le podcast ainsi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter et à vivre cette semaine intense. Merci encore à tous les deux. Bonne récup et prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci Guillaume. Merci à vous deux.